Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BIC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que le volume est bon encore une fois? Laissez-moi savoir en commentaire. Alors, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci. BIC, il me semble qu'on a fait plusieurs vidéos. Je tape à peu près, faites la recherche ici, Top Invest, vous mettez à côté BIC. Vous allez retrouver dans Société BIC. La dernière vidéo ici date d'il y a 4 mois, donc généralement après 90 jours. C'est toujours bien à peu près de réévaluer à peu près la compagnie ici. Il me semble que le prix n'a pas trop changé depuis les 9 derniers mois ici. Hein. Ça n'a pas trop changé depuis longtemps. OK, donc BIC, vous connaissez ses problèmes. On a un segment d'activité qui est en pleine décroissance, même si ça rapporte encore beaucoup d'argent. On a un autre segment d'activité qui est plutôt mature, mais sur lesquels on a également des marges assez élevées, quoique les deux segments même sont matures. Mais il y en a un qui est plus en danger que l'autre. OK, donc le segment ici, tout ce qui concerne la calligraphie, tous les crayons, les couleurs, bref. Allez-y, lisez les rapports financiers. Donc, on va regarder les états financiers ici. Quand je vois déjà ce genre de business, on sait que les multiples valorisations, on ne va pas avoir tendance à payer énormément. 10, 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, stabilité ou croissance des revenus. On a plutôt un revenu stable, c'est correct, très très bien. Marge brute. Est-ce qu'on a des marges brutes assez stables ici? Ça se maintient également ici. Il y a des zigzags, c'est bien, mais bon, voilà. C'est quand même correct. D'accord? EBITDA ici, est-ce que c'est la même chose? On va se rendre compte que les marges EBITDA sont aux alentours de 23%. Aujourd'hui, c'est 17%. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des marges moins élevées ici? Est-ce que c'est parce que en termes de dépenses en personnel ou bien dépenses en marketing, on a quelque chose de plus en plus élevé? Donc, n'oubliez pas, marge brute, marge opérationnelle, et la marge EBITDA ici prend en considération une partie de la marge opérationnelle. Et voilà, donc je pense que la dépréciation, c'est la marge opérationnelle plus la dépréciation amortissement. C'est ça, la marge EBITDA généralement. D'accord? Donc c'est l'EBIT plus la dépréciation amortissement. OK? Donc il y a une partie le DA là se retrouve au niveau ici des dépenses, de la dépense opérationnelle. OK? Et la dépréciation amortissement ici sert également de dépense en capital théoriquement parlant. OK? Donc, on m'a dit généralement que je parle et ça va souvent dans tous les sens ici. Désolé, mais quand je regarde les chiffres, je préfère les analyser. J'aime toujours à peu près donner à peu près ce qui se passe dans ma tête. D'accord? Donc, je vais donner le maximum d'informations possible parce que si c'est juste regarder les chiffres ici, franchement, ça ne nous apprend rien du tout. Donc, si je peux vous dire que la dépréciation amortissement doit correspondre généralement ici à la dépense en capital de maintenance, pourquoi pas? Ça fait un plus. Est-ce que vous le saviez? Peut-être pas du tout. OK? Si vous apprenez également quelque chose, tant mieux. D'accord? Donc, merci également pour ce commentaire-là, ça m'encourage, mais désolé, je ne vais pas changer, ça sera toujours aussi brouillon et ce n'est pas plus grave que ça. Tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses ce qui ne t'intéresse pas et également, il y a beaucoup de chaînes également qui peuvent te donner plus d'informations que la mienne ici, ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Voilà, je fais avant tout des vidéos pour moi-même. D'accord? Donc, on continue. On a BIC. Ensuite, on a ici marge EBITDA, on a les bénéfices nets ici, et les free cash flow, on va les comparer, soit de voir si les deux parlent le même langage. Parfois, j'oublie ici, regardez ceci. Ça, c'est mon tableau. Généralement, quand je vais regarder une entreprise ici, je vais chercher ça. Revenus, croissance des revenus, free cash flow. Les anciens connaissent à peu près ce tableau-ci, n'est-ce pas? Nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité de dividende. Maintenant, on sous-entend que vous êtes déjà un tout petit peu des experts en analyse quantitative. Donc, si vous voulez à peu près revoir ce tableau-ci, retournez sur les premières vidéos au mois de mars ici, de l'année précédente ou bien de cette année-ci. Maintenant, je ne le fais plus. Mais ça suit toujours le même plan et c'est juste une petite partie. Ça nous permet d'avoir une idée générale du business ici. Parce que le plus important ici, c'est de faire parler les chiffres. On ne peut pas faire parler les chiffres sans lire les rapports financiers. Ici, on présente les chiffres. D'accord? On soulève les questions à poser quand on va lire les rapports financiers. OK? Donc, ici, on continue. Free cash flow et net income, est-ce qu'on va dans le même sens? Je vais le mettre ici un tout petit peu en couleur. Voilà. Donc, je prends la marge des free cash flow. Je vais mettre à peu près, je vais grossir le trait. Et non, un peu tic. Voilà. C'est parfait. Donc, on va mettre ça en rouge. Hein. Voilà. Là, c'est plus visible. Et quand on prend à peu près les 10 dernières années, vous constatez quoi? Free cash flow et net income ne vont peut-être pas parfois dans le même sens. Peut-être ici, depuis 2018 par là. OK? C'est pas plus grave que ça. Donc, on voit également qu'on a des free cash flow en termes de volume qui sont de moins en moins élevés. Même si ça se rapproche des bénéfices nets ici, ça veut quand même dire que le business est quand même sous pression, malgré les marges qui ont tendance à être un tout petit peu stables. OK, rappelez-vous, on a vu les marges EBITDA, les marges nettes ici, qui ont tendance à... Enfin, les marges EBITDA même sont même moins élevées que ce qu'on avait précédemment. Rappelez-vous, si je prends à peu près les marges... Si je prends ça ici, je trace la médiane. Voilà.
Sur les 20 dernières, sur toute la longue période qu'on a ici, on a, depuis à peu près 1994, 1992 ici, 22,57. Sur les 10 dernières années, 22,32. Sur les 5 dernières années, 20,87. Vous allez me dire, oh, c'est rien du tout, mais ça a un impact sur la rentabilité du business. Sur les 3 dernières années ici, c'est 19%. Donc, ça fait quand même beaucoup. OK? Donc, c'est un business qui est peut-être, qui a des coûts d'opposition peut-être de plus en plus élevés. D'accord? Alors, une fois qu'on a regardé les netting comme les free cash flow ici, on sait que bon, c'est un business qui ne va pas avoir tendance à payer des multiples assez élevés. Nous avons également un business ici qui a tendance à souffrir un tout petit peu depuis plusieurs années ici, même si c'est un business qui arrive à peu près à se maintenir, mais tout simplement parce qu'il y a un segment d'activité qui souffre. Donc, comme je l'avais dit sur les vidéos précédentes, hein, c'est un business qui doit racheter ses actions au lieu de distribuer le dividende. D'accord, doit faire le mix des deux ici. Et également, peut-être se séparer du segment d'activité qui est en pleine décroissance parce que c'est un business qui devient de plus en plus concurrentiel. OK, je ne sais pas si elle a un pricing power au niveau de la partie BIC ici ou bien de la partie calligraphie ici. Je pense que c'est comme ça qu'elle appelle ça. Non, elle appelle ça Human Expression, si je me souviens bien. J'ai lu les rapports financiers il y a plusieurs mois ici. Donc, je pense que c'est plutôt ce segment-là qui s'appelle Human Expression. Donc, tout ce qui concerne ici les crayons de couleur, les stylos, etc. Mais il n'y a pas de pricing power réellement sur ce business-là. Sauf si vous, voilà, sauf peut-être si vous visez à peu près une clientèle particulière, un peu comme les artistes, des choses comme ça. D'accord? Donc, quand on regarde les marges nettes ici, sur les 20 dernières années, on avait 11%. 5 dernières années, c'est 9%. 3 dernières années, 10%. Donc, on est peut-être encore sur du 10% par là. C'est possible, 10% par là. Donc, je ne vais pas avoir tendance à payer des gros multiples pour ce business-ci. Et voilà ce que je vais faire. Les bénéfices futurs, d'accord? Je ne m'attends pas à ce qu'ils soient extraordinaires. Je m'attends à ce que BIC se maintienne un tout petit peu. OK? Donc, on ne paye pas des multiples assez élevés ici. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? C'est vraiment 50-50. 41% du temps ici se trompe en termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow. OK, si on prend en termes de bénéfices nets ici à ajuster, est-ce que c'est la même tendance? 83%, non, on va se dire que c'est peut-être mieux sur les free cash flow ici. OK, plus de 90% du temps ici, ils ont raison, mais ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée. Donc, il faut faire attention ici. J'aurais peut-être tendance ici, en étant optimiste, je prendrais les bénéfices nets, mais voilà, ce que je ferais sur ce business-ci, vu que j'ai déjà eu à lire ici, je veux normaliser les résultats. Je ne veux pas qu'elle gagne plus d'argent que ça. Je veux juste qu'elle puisse gagner à peu près la moyenne de ce qu'elle a rapporté sur les 10 dernières années. D'accord? Si on prend les 10 dernières années, ici, on a à peu près sur 244 millions. 5 dernières années, excusez-moi, 195 millions. On va l'arrondir à 200 millions par là. On me demande de payer 200 millions en date d'aujourd'hui, un business qui pourrait... On me demande de payer 2 milliards 610, un business qui pourrait me rapporter à peu près 200 millions par an. Ce qui n'est pas mauvais non plus. D'accord? Ça représente à peu près de 7,66%. Et attention, elle a du cash net. D'accord? Parce qu'on n'a pas regardé la dette nette sur EBITDA ici, tout simplement parce qu'il y avait du cash net. Et s'il y a du cash net, il y a à peu près 300 millions de cash net ici. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Oui, elle rachète massivement ses actions, ce qui veut dire que quand on prend le 308 millions ici, divisé à peu près par, ici, d'accord, la dette nette, donc le cash net, divisé à peu près par 44 millions d'actions ici, 44, on a à peu près un chiffre aux alentours de 7. Donc techniquement, ici, on a un $7 en supplément. OK? Donc, on me demande de payer ici à peu près aux alentours de 2 milliards 600, un business qui pourrait me rapporter 200 millions par an. C'est pas mauvais. D'accord? C'est pas mauvais. C'est un prix assez intéressant. Mais je m'attends à quoi quand j'achète cette compagnie-ci? Je m'attends à ce qu'elle rachète ses actions. Je m'attends à ce qu'elle distribue un dividende. Point barre. Et je ne vais pas avoir tendance à payer un multiple assez élevé ici. En étant à peu près très, très pessimiste, comme je l'ai dit, en prenant ici les free cash flow, je ne paierai pas plus de... Voilà, c'est un business ici qui, selon moi, pourrait aller... Voilà, on va se dire ceci. On pourrait le prendre à 15 fois les free cash flow ici. OK, ce qui revient à peu près à $80. Plus la dette nette ici, le cash net ici qui est à $7. Donc, on pourrait se dire... Excusez-moi, dollars, euros ici. Donc, comprenez que ici, je veux parler des euros. Donc, on sera à peu près à 87 € par là. OK, si on a juste les deux. D'accord? Ce n'est pas plus mal que ça. Et je n'ai que pris les free cash flow. Et si les bénéfices nets ont tendance, si les free cash flow maintenant, à long terme, représentent depuis... si les free cash flow à long terme ici représentent à peu près l'équivalent, si on arrive à avoir à peu près l'équivalent en bénéfice net ici, parce que la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets ici, ça peut être dû aux besoins en fonds de roulement. D'accord? Donc, ici, si on arrive à avoir à peu près la même chose dans le futur, donc les free cash flow plus élevés ici, ou bien au même niveau que les bénéfices nets, on pourrait avoir un prix plus élevé que ça. Donc, en tout cas, au prix actuel, pourquoi pas avoir du BIC? Il me semble que c'était à peu près la même raison qu'on avait donnée précédemment ici. Mais soyez prudents, ne payez pas des multiples. On ne va pas mettre une grosse partie de son portefeuille sur ce genre d'entreprise. OK? On ne va pas le faire.
D'accord? Donc, on privilégie les compagnies ici qui ont tendance, qui ont au moins des belles perspectives de croissance. OK? Donc, si c'est pas mauvais de payer une entité qui est à peu près mature ici, mais on ne paye pas des multiples assez élevés. OK? Donc, ici, par rapport à l'utilisation des actifs, vous constatez ici qu'on a une diminution. D'accord? 20, 20, 20%, 20, 20, 23, etc. Et à partir de 2020, 14, 17, 18. Donc, c'est de moins en moins élevé. Ça ne veut pas dire que ça sera de moins en moins élevé dans le futur ici. Peut-être qu'il y a des changements. On fait peut-être ici on rationalise peut-être ici l'entité pour qu'elle soit de plus en plus efficiente. Mais n'oubliez pas que c'est le business en lui-même ici, le business model en lui-même. Il y a des segments d'activité qui sont matures, soit en décroissance. D'accord? Donc, faites attention. J'aime bien le segment Lightning ici. D'accord? Tout ce qui concerne ici les briquets, etc. Ça fonctionne encore bien. Mais l'autre segment ici qui concerne l'Human Expression, peut-être en se spécialisant, ça pourrait marcher. En tout cas, si Big vous parle, pas une grosse partie de son portefeuille dessus, le dividende, il est assez safe en date d'aujourd'hui. Et franchement, c'est tout ce qui devrait peut-être vous intéresser ici. Donc, raison de plus de ne pas payer énormément, ne pas mettre une grosse partie de son portefeuille sur cette compagnie. Mais le prix actuel reste intéressant. Ceci n'est que mon point de vue quantitatif et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. Dernièrement, j'en ai partagé une sur tout ce qui concerne ici les douves économiques ou les avantages concurrentiels, on peut le dire, ou economic moat. D'accord? J'aime bien les appeler moat ici, mais voilà. Quand vous faites la traduction en français, ça donne douve. OK? Bref. Le lien est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Excusez-moi encore une fois si c'est brouillon et ce n'est pas plus grave que ça. Ça ne va pas changer. Sauf par exemple quand je fais des notes d'analyse parce que là, je prends la peine de lire mes rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je viens à peu près vous dire sur une petite note ici tout ce qui, moi, j'ai compris sur ce business-là. Mais quand je fais une analyse quantitative, pardon, de grâce, laissez-moi parler, laissez-moi donner le maximum d'informations possible. Parce que si vous voulez uniquement les chiffres, genre PER, machin, truc, sans toutefois donner peut-être certaines nuances, je pense qu'il y a d'autres chaînes qui le font. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas content, ouvrez une chaîne YouTube et faites de l'analyse quantitative. Il y en a de plus en plus. Mais vous pouvez voir 10 vidéos qui parlent de la même chose, les mêmes chiffres, mais pas de la même façon. Parce que les chiffres, plusieurs personnes peuvent l'interpréter de différentes manières. En tout cas, j'ai assez de recul aujourd'hui pour savoir à quoi dire, qu'est-ce que je devrais raconter quand je vois un chiffre qui va peut-être quand j'ai peut-être un bénéfice net qui est en croissance alors que les free cash flow sont négatifs. Ma conclusion est simple. Je sais à peu près qu'est-ce que vous devez aller regarder derrière. Je pourrais vous encourager à aller regarder ci, ça, ça. Peut-être que j'ai déjà lu sur une compagnie qui fait à peu près la même chose dans le passé. Par exemple, quand on parlait ici de Beneteau, MBUU, d'accord, ça pourrait être intéressant. Donc, à savoir Malibu Boats, pourquoi pas, à la place, par exemple, de Beneteau, qui semble être quantitativement sous-évalué ici aujourd'hui. Or, vous ne savez pas qu'il y a des cycles également dans ce secteur d'activité, donc il faut faire attention. OK? Donc, j'interprète les chiffres à ma façon, à ma manière, d'accord? Laissez mon esprit travailler comme il veut. OK? Ça reste brouillon, mais ce n'est pas plus grave que ça. J'adore les brouillons, d'accord? C'est dans le chaos qu'on se retrouve. Merci beaucoup, parce que quand vous aurez à lire les rapports financiers, ça ne sera pas aussi facile que ça, les amis. Donc, s'il vous plaît, les chiffres ici, c'est 50% du travail. Non, 40% du travail. Parce que le 60% restant, c'est l'interprétation des chiffres. Donnez vie à ces chiffres-là. Merci, au revoir.